Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Bernadette Dortu. Elle est fondatrice de la société Maxity spécialisée en stratégie de marque. Aujourd'hui elle vient nous parler en particulier du changement de stratégie de sa société. Bernadette, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être venue jusqu'à nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter pour commencer votre société Maxity? Oui, Maxity est une structure que j'ai créée en 2010. Et qui est spécialisée en stratégie de marque et d'image. Pardon, en 2004. En 2004, ça fait un bail. Donc, votre société a 15 ans. À 15 ans, oui. Félicitations. Oui. Et c'est en 2010, je rajouterai effectivement que c'est en 2010 que nous avons décidé de créer une activité nouvelle au sein de Maxity, de marketing et de communication touristique de shopping, spécialement dédiée à la clientèle touristique chinoise. Waouh! Donc vous connaissez bien, on va dire, la clientèle touristique chinoise. Oui. Ouais. En quoi consistent vos activités, enfin les deux activités? Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails? Comment vous conseillez vous conseillez sur les stratégies de marque? Comment vous recevez la clientèle touristique chinoise, par exemple? Alors sur la partie stratégie de marque, c'est effectivement mon associé qui gère cette partie-là. De 2004 à 2010, j'ai évidemment totalement collaboré aux différents projets. Là, on est typiquement dans toutes les réflexions sur le positionnement de la marque, sur la formulation de la marque, les quelques mots-clés, la création de baseline, toute la création de l'identité visuelle et toutes les déclinaisons d'identité visuelle dans l'ensemble de la communication de l'entreprise. Donc ça, ce sont des projets qu'on mène, qui sont en général des projets d'assez longue haleine, puisque une réflexion stratégique est assez longue. Et c'est particulièrement mon associé qui gère cette partie-là. Et quant à moi, je m'occupe de la partie de la clientèle touristique chinoise. Ouais. Alors, donc, cette clientèle-là, est-ce qu'elle a beaucoup évolué? Elle a énormément évolué, oui, énormément évolué. Donc, c'est vrai toute une partie de notre activité, finalement, consiste aussi à faire de la veille. Ouais. Pour suivre l'évolution à la fois de la manière de voyager, les évolutions sociétales en Chine, toutes les évolutions du digital qui évidemment sont absolument phénoménales quand on parle de la Chine. Et notre accompagnement, c'est précisément d'aider les entreprises, d'accompagner les entreprises à mettre au point la meilleure stratégie possible et puis derrière de participer à la mise en œuvre de cette stratégie avec des partenaires autour de nous selon les recommandations qui sont faites. Donc c'est à la fois une recommandation stratégique et une mise en place opérationnelle. Et qu'est-ce qui caractérise cette clientèle touristique chinoise alors? Le grand point sur lequel on n'arrêtera pas de répéter, la base de la base, c'est que la clientèle chinoise n'achète en France que les marques qu'elle connaît avant de venir. Les grandes marques? Et toutes les marques. À moins qu'il y ait un coup de cœur. Et que le voyageur chinois achète un produit pour lui parce que le produit lui a plu, il a eu un coup de cœur, donc ce sera pour son utilisation à lui. C'est ça, tout à fait. Mais très personnalisé. Très personnel, oui, ouais. Et voilà, ce sera une utilisation très personnelle, mais s'il veut ramener des cadeaux, s'il veut un peu briller, sauvegarder la face, bien sûr, il rachètera évidemment des produits souvent connus de luxe, connus de tous. Oui. Et ça veut dire, peu importe les prix, non? Peu importe le prix. À peu près, oui. À peu près, oui. Et les produits qui sont très connus, on va dire les marques qui sont très connues en Chine, c'est quoi? C'est LVMH? Vous pouvez nous en citer là? Oui, vous avez LVMH, Chanel, Gucci, Prada, il y a des marques françaises, il y a des marques italiennes, il y a Burberry, Coach, Tiffany. Il n'y a pas que des marques françaises, il y a beaucoup de marques. En réalité, il n'y a pas de hasard. Les marques les plus connues en Chine, c'est le fruit d'un travail de communication et d'investissement publicitaire très important qui ont été faits de la part des maisons. De la part des maisons, bien sûr. Oui. Il n'y a pas de hasard. Le marché chinois n'est pas un marché de hasard. Ce n'est pas une découverte par hasard qui fait que tout d'un coup les ventes vont exploser sur une marque comme ça. Non, c'est une volonté stratégique très délibérée et très construite. Oui, une volonté stratégique très coûteuse peut-être. Très coûteuse, oui. Ouais. C'est-à-dire que moi je dis toujours que développer la clientèle touristique chinoise, soit on est déjà connu en Chine. Donc dans ce cas-là, parce qu'il y a eu un très gros travail qui a été fait depuis des années, et donc dans ce cas-là, le travail à faire, c'est d'amener les clients chinois vers le point de vente, puisque la marque, tout le travail de désirabilité sur la marque a déjà été fait par la marque en Chine, en général via des filiales.
Mais il y a des filiales chinoises qui connaissent mieux la réalité du terrain, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, si la marque n'est pas connue en Chine et qu'elle a l'intention de vendre à des visiteurs chinois en France, alors là, il y a tout un travail d'image qui est à faire. Et comment, justement? Et qui peut durer 1 an, 2 ans. Et c'est un travail, notamment sur les réseaux sociaux chinois, et un travail avec des influenceurs et des influenceuses chinoises. Influenceurs, oui. Ouais. En fait, les influenceurs et les influenceuses, ça marche très très bien en Chine. Hein. Ouais. Et c'est curieux parce qu'en France, même si les gens connaissent cette pratique très chinoise, hein, eh bien, elle n'est pas copiée. Enfin, elle n'est pas copiée. Je veux dire par là que les Français ne sont pas tentés par imiter ce genre de pratique. Pourquoi? Et pourtant, je veux dire, quand on voit comment ces influenceurs influencent l'opinion publique, on se dit, mais pourquoi pas? Et pourquoi en France, c'est enfin, je dirais pas que c'est silence radio, mais les Français ne sont pas tentés par ça. Est-ce que vous avez une explication là? Alors, il y a une partie de la population française, les jeunes femmes par exemple, vont suivre des influenceuses dans la cosmétique. Quand même. Oui, quand même, vous voyez, mais... Mais il y a des influenceuses en France? Oui, il y en a, mais bon, moi personnellement, j'en suis pas, par exemple. Vous voyez, mais c'est pas, voilà, c'est plus, m'intéresse pas particulièrement de suivre quelqu'un qui est payé pour parler d'un produit. Voilà. On sait bien que oui, ces gens-là sont payés pour vendre des produits. Voilà. D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est que on vient de sortir une enquête avec j'ai un partenaire chinois qui est une maison d'édition destinée à la clientèle touristique de luxe. Oui, de luxe. Très fortuné, très aisé. Waouh, ça veut dire quoi? Alors, très fortuné, très aisé. C'est 1 à 3% de la population chinoise. 1 à 2% de la population chinoise. Donc des gens qui voyagent à peu près 3 fois par an à l'international et qui ont de gros revenus, largement au-dessus de la moyenne. Eh bien, c'est quelle catégorie de... Ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des banquiers, ce sont des designers, il y a des indépendants, il y a des chefs d'établissement. Des avocats, non? Des avocats aussi, oui, des stars aussi. Ces clientèles qui ont énormément de pouvoir d'achat et qui sont avides de découvertes de marques nouvelles en permanence et qui voyagent surtout énormément et qui font leurs achats à l'international. Pour 81%, leurs achats de luxe sont faits à l'international. 81%. Ouais. Et ils achètent principalement en Europe, aux États-Unis? Ils achètent beaucoup en Europe, ils achètent un peu aux États-Unis. Alors Dieu merci, pour le moment, les États-Unis, ce sera un petit peu moins fréquenté quand même. Mais oui, non, ils achètent énormément en Europe. Ils achètent beaucoup en Asie du Sud-Est. Leurs voyages les plus faciles, c'est en Corée, au Japon, dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, dans lesquels ils vont très régulièrement. Mais ces voyageurs-là viennent aussi énormément en France, en Italie, en Allemagne, beaucoup à l'international. Et donc, c'est très curieusement, dans l'enquête, il a été révélé que ces clientèles-là ne sont pas particulièrement, je dirais, influencées par les ambassadeurs de marque et par les KOL. Ah oui. Ils sont davantage influencés par ce que vont raconter leurs amis et leurs familles. Ouais. D'où l'importance de bien les accueillir dans les points de vente, puisqu'il y aura un effet réseau qui est essentiel, tout à fait. Le bouche à oreille est essentiel. Oui. C'est plutôt le bouche à oreille et non pas les influenceurs ou les influenceuses. Et dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a deux... Enfin, je schématise un peu et je parle sous votre contrôle. Ça veut dire qu'en Chine, la clientèle touristique chinoise, elle est composée de 2 catégories. D'un côté, vous avez, on va dire, la masse. Enfin, la masse qui a quand même un pouvoir d'achat assez important, on va dire, c'est la classe moyenne. Hein. La classe moyenne, elle compte, je ne sais pas moi, 300 millions. 300 millions, c'est déjà pas mal. Hein. C'est une croissance énorme. Une croissance énorme, et celle-là, elle est plus particulièrement attirée par l'influence des influenceurs et des influenceuses. Les personnes plus jeunes, oui. Les personnes plus jeunes, 20 ans, 30 ans. Oui, 20 ans, 30 ans. 20 ans, 30 ans, hein, oui. Très influençable aussi. Hein. C'est ça, voilà. c'est ça. Et l'autre partie, c'est la clientèle touristique très aisée, on va dire. Pas que. Vous avez, non. Vous avez, il y a eu jusqu'à présent toute une clientèle de groupe qui pouvait être une clientèle de 35, 40, 50 ans. En réalité,
Qu'est-ce qui distingue dans la manière de voyager? Vous voyez, il y a la manière de voyager en groupe, et il y a la manière de voyager de façon complètement autonome. Individuelle. Ouais. Alors, on a toujours très schématiquement utilisé 3 facteurs d'analyse, qui étaient assez simples dans le fond et assez logiques. Quelle est l'autonomie linguistique? Quand vous avez une personne qui a 30 ans, qui a fait ses études à Stanford, ou aux États-Unis, ou en Angleterre, et qui parle très bien l'anglais, déjà, c'est beaucoup plus facile pour cette personne de se déplacer de façon autonome. Oui. Donc, quelle est l'autonomie linguistique? Quels sont les moyens financiers? Et quelle est l'autonomie en termes de temps? Et quelle est la maîtrise du temps? Si vous avez juste 15 jours de congés par an, voire une bonne semaine, vous êtes pressé de découvrir l'Europe, vous ne parlez pas bien l'anglais, voire pas du tout, et vous voulez faire un voyage économique, vous allez voyager en groupe. Voilà. Vous voyez? Donc ce sont ces 3 facteurs-là. Si vous êtes un chef d'entreprise, que vous avez les moyens, que vous décidez de votre emploi du temps, eh bien vous pouvez tout à fait décider de voyager de façon autonome, donc en ce qu'on appelle en FIT, F-I-T. Et donc dans les FIT, vous avez des gens d'un certain âge qui ont beaucoup de moyens. Eux, ils vont voyager avec un guide chauffeur, par exemple, parce que ça va être très confortable pour eux de voyager. Et puis vous avez des FIT, donc des FIT, Fully Independent Travelers, qui vont être des jeunes, qui parlent bien l'anglais et qui vont prendre un vol sec. Donc rien que le vol sur une plateforme de voyage en ligne, et qui vont organiser complètement leur voyage seuls, voire organiser seul leur voyage peut-être avec un copain, une copine, un conjoint, voire allouer un hébergement sur Airbnb. Donc vous voyez, les modes opératoires de voyage évoluent énormément, et en fonction du mode de voyage, nous allons aller chercher les bons leviers en termes de communication. Alors, pour revenir à mon propos de tout à l'heure, par rapport à ces 2 catégories de clientèle chinoise, enfin, moi, encore une fois, je schématise, et je parle sous votre contrôle. La partie la moins influencée par les influenceurs et les influenceuses, c'est une catégorie, on va dire, très aisée, plus âgée. Très aisée, Très aisée, voilà. Happy few. Happy few. D'accord, et qui n'est pas facilement influençable, on va dire, et qui a son propre réseau, c'est ça? Qui a son propre réseau. Et c'est quoi son propre réseau? Parce que, pourquoi je pose la question? Parce qu'il y a quelques années, j'ai lu un livre, plutôt une enquête, rédigée dans un style très littéraire, très facile à lire, par 2 journalistes françaises qui ont enquêté sur les grosses fortunes chinoises. Et d'après elles, il y a beaucoup de clubs privés. Et est-ce que les réseaux de ces, on va dire, de ces grosses fortunes, ce sont essentiellement des clubs très privés et qui n'acceptent pas n'importe qui? Tout à fait, oui. C'est ça, le réseau. Ils sont très, c'est le guanxi, et même les moments qu'ils passent en loisir sont toujours effectivement liés à un intérêt business derrière. Le chinois, finalement, dans ces populations-là, de ces couches de population-là, ne passe pas son temps comme ça, juste pour s'amuser. Il y a toujours une recherche de liens. D'ailleurs, on a fait un webinaire la semaine dernière. Alors justement, parlons-en. Qu'est-ce que c'est alors? Le webinaire, j'ai monté ce webinaire avec mon partenaire chinois, donc qui dirige un groupe de médias destiné à cette population chinoise très aisée qui voyage beaucoup, qui sont des magazines papier, mais aussi des comptes WeChat. Et cette enquête a été faite auprès de 1848 personnes ont répondu, avec une réponse complète à tout le questionnaire. Et il a montré des vidéos dans le webinaire, il a montré des vidéos de fonctionnement lors d'activités ludiques, de golf, d'équitation, de yachting. Et effectivement, vous demandiez ce qui les influençait finalement. C'est ce qu'ils portent eux tout le temps sur eux. Ils sont logotés en réalité. Ils ont quand même la ceinture Hermès, ils ont des bijoux de telle ou telle sorte. Donc il faut montrer qu'on a de l'argent. On peut acheter un jet si on peut, les grosses voitures. Il faut montrer qu'on a de l'argent et qu'on réussit. Donc à partir de là, ça se traduit par des achats ostentatoires et onéreux. Et pourtant, j'ai lu que certaines grosses fortunes chinoises ne se montrent pas. Écoutez, je pense qu'il ne doit pas en avoir énormément qui ne se montrent pas. Il ne doit pas y en avoir énormément qui ne se montrent pas. C'est ceux qui vont être peut-être hyper courtisés quand ils vont se montrer,
et qui en ont peut-être plus trop envie, les très 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 grosses fortunes. Beaucoup quand même, en tout cas une bonne partie de cette population fortunée qui fait des achats de luxe à l'international sont quand même des gens qui aiment montrer les achats qu'ils réalisent. Sinon, sincèrement, est-ce que les marques continueraient à mettre des logos comme ça sur leurs sacs à main et sur leurs produits si ces produits n'étaient pas achetés par quelqu'un? C'est que ces marques, que vous preniez les grandes marques, quelles qu'elles soient, quasiment Balenciaga, Coach, les logos sont comme ça, Gucci, sont énormes et les clients achètent. Ouais. Donc, on a bien compris, hein, la société MaxCity a 2 axes d'activité. Oui. Le premier, c'est la stratégie de marque. Le second, qui a été créé en 2010, c'est la clé, on va dire le suivi ou le service rendu à la clientèle touristique chinoise. Alors, il semble que vous ayez changé de stratégie récemment. Pourquoi? Oui, je fais évoluer l'offre. Au départ, j'ai cherché et pendant des années, on a travaillé les différents leviers pour toucher la clientèle quelle qu'elle soit. Que ce soit Tout une clientèle, le monde. oui. Ouais. Alors les leviers évidemment étaient différents, ce qui implique de travailler avec un nombre de partenaires relativement important. Voilà. Et j'ai eu envie de travailler autrement, voilà, tout simplement. Et pourquoi justement ce changement de réflexion? Peut-être pour me simplifier la vie, tout simplement. Parce que quand on travaille avec beaucoup de partenaires différents, il faut les choses évoluant tout le temps. La clientèle chinoise, comme on l'a vu en termes de couches sociales, en termes de manière de voyager, en termes d'utilisation différente du digital, elle évolue énormément. Et ça nécessite être au courant de tout ça. Tout le temps nécessite de faire une veille extrêmement importante et de rester en contact avec ses partenaires tout le temps pour connaître les évolutions. Et donc j'ai eu envie de fonctionner de façon plus simple, je dirais, et de toucher exclusivement une clientèle fortunée. Et c'est pour cette raison que j'ai conclu un accord avec une de mes relations, un de mes partenaires de longue date, qui est ce groupe E2E, China E2E, qui est spécialisé... China E2E, qui édite un magazine qui s'appelle Galerie et qui a aussi plusieurs comptes WeChat, plateforme WeChat. Et sur l'ensemble de ces plateformes WeChat, pour toucher les Chinois, les touristes chinois qui vont vers les États-Unis, vers l'Europe, vers l'Australie, spécialisée dans la joaillerie, horlogerie aussi, des plateformes. Il y a une plateforme spécialisée dans les montres suisses. Vous voyez, il y a des choses, il y en a une food and beverage. L'ensemble de l'audience fait 2 millions de personnes. 2 millions 2 millions de personnes. 2 millions de grosses fortunes chinoises. C'est déjà pas... 2 millions d'abonnés. Ça veut dire abonnés à au magazine. Aux différentes plateformes. Aux différentes plateformes. Oui. Aux différentes plateformes. Oui. 2 millions. Donc là, c'est très intéressant. Je trouve ça, franchement, ça faisait longtemps. Quand j'ai trouvé ce magazine, qu'on s'est rencontré il y a quelques années à un événement à Paris. En plus, il a été fondé par un Américain qui vit en Chine et donc qui connaît extrêmement bien le marketing du luxe, qui connaît extrêmement bien la manière de voyager et de consommer des clients fortunés chinois. Et tout ça me va très bien parce que nous avons un échange d'informations, lui je dirais sur l'émetteur, le marché émetteur qui est la Chine, et nous le marché récepteur qui est la France. Et donc on a signé un accord récemment où nous sommes devenus agents France. Pour ce magazine. Exclusif? Exclusif, oui. Exclusif. Oui. Mais félicitations. Par contre, maintenant, il faut redynamiser. La dynamique en France n'avait plus été extrêmement c'est la question que j'allais vous poser. Comment dynamiser? Comment, on va dire, répondre aux besoins de ces... Allez, je schématise... Enfin, on va dire au bas mot, 2 millions, c'est ça, hein? 2 millions. 2 millions de clients fortunés. De clients fortunés. Ce qui compte, qui ont des besoins énormes, importants. Oui. Et donc, c'est vous qui allez répondre aux besoins. Et maintenant, mon travail, je dirais ma mission, c'est de reprendre contact avec des marques de luxe, des maisons de luxe avec lesquelles j'ai été beaucoup en contact. Lesquelles, par exemple, si c'est pas trop... Non, mais franchement, toutes les maisons de luxe de la place. LVMH, Cartier, elles ont toutes... Oui, Cartier a été un client historique, des hôtels Palace aussi. Toutes ces belles maisons qui doivent continuer un travail de désirabilité, mais un travail permanent de désirabilité. Toutes les belles maisons de luxe en Chine continuent de manière
continue à communiquer de manière permanente. Mais quand vous allez voir vos, on va dire, ces marques, est-ce que, que vous donnez un discours qui consiste à dire moi, je représente 2 millions de clients chinois fortunés, est-ce que ça les enthousiasme? Ben, on va voir, parce qu'on a récent, officiellement signé le contrat en début d'année et le confinement est arrivé. Ah, mais je suis, voilà. oui, à partir du moment, si vous voulez, où ma personnalité est comme ça, si je suis convaincue du bien fondé du magazine et des comptes WeChat et de la pertinence, je suis très à l'aise d'en parler. Vous voyez ? Parce que je suis tout à fait convaincue. Parce qu'il y a très peu de magazines identiques, franchement, je n'en connais même pas d'ailleurs, identiques, qui est à la fois le magazine papier et à la fois ces comptes WeChat. Par exemple, l'étude auprès de cette clientèle a été menée auprès du lectorat, parmi les abonnés de ces comptes WeChat, où on leur a demandé quelles étaient leurs marques préférées, on leur a demandé quand ils comptaient repartir en voyage à l'international. Donc là, on a depuis fin avril, début mai, une information toute fraîche, que je peux relayer aux marques et qui est utile pour elles également. Vous pouvez montrer un chiffre à l'appui, réponse écrite à l'appui, voilà. Et vous voyez, on voit par exemple que cette clientèle prépare des prochains voyages dans les 6 prochains mois. Dans les 6 prochains mois. Franchement, c'est très proche, on ne s'y attendait pas. Et j'ai lu d'autres études par ailleurs. C'est important. Oui, j'ai lu d'autres études par ailleurs sur des populations, je veux dire, plus de la classe moyenne. Et eux, ce n'est pas avant l'année prochaine. Et là, on se dit, mais dans la manière de voyager, pourquoi, je pense que les clients... Parce qu'ils ont... Oui. Et vous, à votre avis? Voyager, ça implique quand même un certain degré de risque et de danger, n'est-ce pas? Surtout dans on va dire, dans cette période de déconfinement progressif. Et ça implique aussi la mise en place d'un certain nombre de mesures de sécurité et qui coûtent quand même cher. Peut-être que ces clientèles-là, enfin, je vais dire, ont les moyens de faire appel. Je sais pas, de mieux se protéger. Mais vous avez raison, c'est ça. Mais c'est ça. Je pense. Écoutez, intuitivement, je pense que c'est ça. Ils voyagent dans de bien meilleures conditions. Jet privé, allez. Ou en tout cas business ou classe affaires, avec les mesures sanitaires qui vont être mises en place dans les avions. Impeccable, oui. Des chauffeurs privés qui vont les attendre. Des chauffeurs privés, voilà. Des hôtels de luxe où on est sûr qu'au niveau propreté, au niveau sanitaire, tout va être propre. Rien à Accueil très individualisé et très privatisé dans les boutiques de luxe. Par exemple, on privatise la visite d'une boutique de luxe. Pourquoi pas, Il y en a qui privatisent la visite d'un musée et pourquoi pas privatiser l'ouverture d'une boutique de luxe pour eux. Et rien que pour eux. Pourquoi pas? C'est possible. Voilà. Je pense que c'est sans doute possible. C'est peut-être pour ça. Je pense que c'est possible. Ou de toute façon, il y aura pas du tout dans une boutique de luxe ici la fréquentation qu'il peut y avoir dans les boutiques de luxe en Chine qui viennent de rouvrir, devant lesquelles les clients devaient faire la queue et attendre 3/4 d'heure, 1 heure pour entrer. Une personne très fortunée ne va pas accepter de faire ça. Exactement. Ce n'est pas le cas ici, on n'attend pas de cette manière-là devant les boutiques de luxe chez nous. Donc c'est sans doute pour ça, dû à des conditions de voyage plus favorables, c'est sans doute pour cela qu'ils sont plus prêts à repartir. Ouais. Voilà. Donc ça commencera par l'arrivée des clients chinois fortunés. C'est ce que montre cette étude. En tout cas, c'est ce que montre l'étude. C'est ce que montre l'étude. Vous y croyez, Bernadette? Je voudrais y croire, évidemment. Mais il faut y croire. Pourquoi aurait-il répondu ça? On se pose toujours la question des réponses dans une enquête. Mais pourquoi aurait-il répondu ça? Ils vont voyager pour 80% vont repartir. De ces 80%, 2 tiers veulent partir à l'international. Ils auraient pu dire rester sur le territoire national. Et de ces 2 tiers, 1 tiers prévoit revenir en Europe. La Serbie a déjà rouvert ses frontières d'ailleurs à la clientèle chinoise. Ah oui, déjà. Oui. Les vols vont reprendre. China Airlines rouvre des vols à partir du 1er juin. Sur les principales villes d'Europe, à raison d'1 vol par semaine. 2 vols par semaine. Un vol par semaine. Un vol, oui, c'est ce que j'ai appris hier. Un vol par semaine. Un vol par semaine, ce n'est pas beaucoup, mais ça commence. Ouais. Ça commence. Après, toute une question, si j'y crois, potentiellement, c'est la question, potentiellement j'y crois, si tant est qu'il n'y ait pas une seconde vague
Oui, c'est ça. Chez nous. C'est ça. C'est une question de sécurité sanitaire. Si les choses continuent à progresser sérieusement comme elles l'ont fait maintenant, on peut y croire. Parce qu'après tout, ils sont habitués à vivre avec un masque en Chine, ils peuvent voyager avec un masque chez nous. Alors, travailler pour la clientèle chinoise fortunée, cela implique une communication très ciblée, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Alors, comment vous allez travailler par rapport à cette pratique? L'idée, c'est qu'il faut, en communication, en stratégie de marque, quel que soit le niveau de la marque, c'est la cohérence et la répétition. La cohérence et la répétition. Et la répétition. Ouais. Alors, commençons par la cohérence. C'est quoi? La cohérence, c'est de dire la même chose. De dire la même chose tout le temps. C'est d'avoir des mots-clés, ne pas se contredire. De veiller à ce qui a été expliqué sur la marque en France ou ici en Europe et ce qui est expliqué sur la marque en Chine, par exemple par la filiale chinoise, soit des choses qui se ressemblent. Même s'il y a une déclinaison du discours pour la clientèle touristique chinoise ou pour la clientèle chinoise, il faut avoir un discours. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas dire, pour une marque X, on ne peut pas dire c'est la plus belle histoire de la place, et puis en Chine dire c'est le produit le plus qualitatif. Vous voyez, si on part son positionnement sur l'histoire, il faut rester sur l'histoire. Donc il faut garder sa cohérence dans l'ensemble de sa communication, parce qu'on ne peut pas mémoriser tellement de choses sur une marque. Oui. Donc il faut choisir l'angle le plus authentique, mais qui effectivement est aussi le plus émotionnellement perçu par l'acheteur potentiel. Et pour créer le désir, on part quand même beaucoup dans l'émotion. Et donc, en effet, c'est ce qu'on appelle provoquer des achats de cœur. Des achats de cœur, et puis, oui, c'est une dimension émotionnelle qui fait qu'on retient, qu'on est attaché à une marque. C'est ça. Parce qu'on aime ce qu'elle nous raconte. C'est de l'émotion. On aime ce qu'elle nous raconte. Donc ça, c'est la cohérence. Ouais. C'est la cohérence. Et ensuite, la répétition, c'est qu'il ne suffit pas de le dire une fois. Il faut le dire beaucoup. Donc il faut être présent sur plusieurs supports, il faut communiquer de façon très régulière. Il n'y a pas de secret, les marques qui ne communiquent plus sont oubliées. Exactement. Donc il faut communiquer en permanence et donc notre mission à nous en tant que MaxCity, c'est de veiller à ce que le discours qui soit monté, préparé pour ces supports de communication papier ou digitaux soit dans la ligne de conduite de ce qu'a dit la marque ici et de ce qu'elle dit en Chine. Oui, mais justement, dernière question. Alors, la stratégie de communication ciblée, c'est vous qui la concevez, j'imagine, ici. Et après, ce sera traduit en chinois, c'est ça? Ça dépendra de l'organisation, ça dépendra de l'organisation des maisons. Si elles ont un département communication en Chine, il est possible que ce soit le département chinois qui monte. Chinois oui, ou la filiale chinoise. Ouais. Qui a monté le... Alors, si on doit le faire, on reprendra les codes de la marque, les codes graphiques, bien entendu. On montrera un discours qui sera traduit par notre partenaire chinois. On montrera un discours en anglais qui sera traduit par notre partenaire chinois. Puisque les textes sont récupérés en anglais, les vidéos sont récupérées en anglais. Et qui sera traduit en chinois pour parution dans les différents documents. Oui. En tout cas, c'est un nouvel horizon, on va dire, qui se profile devant vous. Hein. Oui, il y a ça sur la partie image, parce que sur la partie WeChat et magazine, on travaille fortement l'image. Et ce partenaire propose aussi ce qu'on appelle la Red Envelope, donc des enveloppes rouges qui sont des enveloppes privilèges. Imaginez une marque de luxe qui dise « moi j'offre tel privilège au client chinois qui viendra chez moi de telle date à telle date ». Et l'enveloppe rouge elle peut être remise dans les postes de délivrance des visas, dans les lounges des aéroports, de manière extrêmement ciblée, pour telle ou telle destination, pour Milan, pour Paris, pour Francfort. Et l'enveloppe rouge est très très individuelle comme offre. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment, en termes de marketing, on appelle ça le drive to store. Oui, c'est vraiment ce qui fait qu'on va essayer de pousser et de faire envie à un client de venir dans tel ou tel point de vente parce qu'il va pouvoir découvrir un designer, parce qu'il va pouvoir faire une visite privée, parce qu'il va pouvoir aller visiter une manufacture de horlogère. Vous voyez, donc ça, on est vraiment dans à la fois l'image et à la fois le drive to store.